temps, moi, mon app, elle m'a coûté 10 000 à monter, alors que je m'étais fait quoter du 85 000 en montant avec du code. Là. Entrepreneur en tech, c'est très, très, très limité. Puis dans mon incubateur, il n'y en avait pas de femmes. Et le vrai impact, quand tu regardes, mettons, les statistiques en habitudes sexuelles qui sont pas très bonnes, tous les sexologues s'entendent pour dire que le marché québécois, je pense qu'on est quand même des leaders en sexualité. Ben, on est des leaders en sexualité, je pense pas. Okay. On l'est. Marie-Lou Etier, bienvenue sur Startup. Merci. Marie-Lou, tu es la fondatrice de Holly App, une application destinée aux parents d'enfants pour parler de sexualité avec eux. Bienvenue sur Startup. Et peut-être que vous la reconnaissez parce que Marie-Lou était animatrice du podcast Femmes à marier, donc qui est toujours en ligne, mais il n'y a plus de nouveaux épisodes. Exact. Donc si vous vous dites « Ah, elle me dit quelque chose, elle, c'est pour ça. » de Femmes à marier. Et oui, puis t'es quand même aussi active sur les réseaux sociaux, puis tout. Ouais. Fait que peut-être que tu pourrais nous replonger dans le début de ton parcours, oui, en affaires, mais ton parcours professionnel. Oui, absolument. Ben, écoutez, là, oh mon Dieu, on dirait que je me dis, je suis rendue vieille. Il part de loin, puis vous allez voir, je suis tellement éclatée dans plein de choses différentes. J'adore. Mais moi, c'est un peu ça que je constate aussi. Tu sais, comme Holly, la tech, en tout cas, faire à marier, je fais des liens, puis je suis comme, il n'y a pas tant de liens, là. Vas-y. Tout va faire du sens. C'est ça. OK. Donc, en fait, mon parcours, il a commencé. Moi, j'ai un DEC en marketing à la base. Publicité, communication, marketing que j'ai fait en Ontario, qui était comme une technique. Puis, pendant ce DEC-là, j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. Je pense que ça va faire 9 ans. Bientôt. Fait que, je fais plus YouTube aujourd'hui, mais que je suis vraiment sur les médias sociaux. J'ai été bien chanceuse, puis tu sais, je sais, vous avez reçu Émilie Lévesque aussi. Moi puis Émilie, on a vraiment un parcours parallèle par rapport à ça. En tout cas, elle avait expliqué, on a fait une compétition. Ah, t'étais avec elle là-dedans? Oui, c'est comme ça que vous êtes devenus comme une gang d'amis qu'on voyait partout. Exact. Attends, les YouTube besties. Back in the days, il y a 9 ans, mais le nom tient encore pour notre gang. On est encore la même petite gang soudée. Fait que bref, vraiment, tu sais, je suis rentrée dans la communauté des créateurs de contenu alors que c'était pas encore... C'était comme le début des OG, là, mettons. Ouais. Puis, fait que là, ça fait 9 ans bientôt que je fais ça. Parallèlement, après mon DEC en marketing, j'étais allée à l'Université Laval en entrepreneuriat, gestion de PME. Fait que je me suis alignée dans un bac multidisciplinaire avec cette concentration-là, puis du management. Dans l'optique de pouvoir travailler en entrepreneuriat, ça me stimulait. Quelque chose de pas du tout rapport, mais je voulais aller dans le monde équestre. Back in the days, et l'équitation. Oh! Ouais. Fait que, c'est une horse girl. Oui, je suis une horse girl. Ah oui, c'est vrai. En fait, est-ce que j'avais stocké, western vu. ou classique? Classique. Classique, C'est ça. Ouais. Moi, je sais pas de quoi vous parlez, là, mais vraiment. C'est comme deux univers. On rentrera pas trop dans ça. Aujourd'hui, on en parle après. Mais, tu sais, moi, j'en fais depuis que je suis toute petite, puis c'était vraiment ça qui m'avait interpellée dans l'entrepreneuriat. Je voulais travailler avec les chevaux, etc. Pour finalement prendre un peu un virage différent, je me suis vraiment passionnée de tout ce qui était entrepreneuriat, oui, mais management, tout ce qui était RH aussi un peu, gestion de projet. J'avais comme beaucoup d'intérêt là-dedans. Puis quand j'ai gradué, je suis retournée dans mon petit coin en Outaouais, puis j'ai eu un poste dans un incubateur de start-up. Fait que là, ça a comme vraiment tout changé là, dans ma perspective entrepreneuriale. Je suis rentrée là, je savais pas c'était quoi une start-up, comme que eux utilisaient dans le sens. Fait que là, je suis vraiment rentrée dans l'écosystème des start-up technologiques, innovantes, à fort potentiel de croissance. Fait que c'est vraiment un type d'entreprise qu'on accompagnait. Puis nous, on était un organisme à but non lucratif, puis on pouvait leur fournir du coaching, mentorat, ressources, financement, etc. Fait que là, moi, dans ce temps-là, j'accompagne, je sais pas, une 30-40 de startups. Wow. Puis parallèlement, je continue à faire des médias sociaux, etc. Puis dans cette lignée-là, de médias sociaux, médias, j'ai eu une opportunité pour animer une émission de télé qui s'appelle encore aujourd'hui Sexe et Techno. Là, on est à la 2e saison. La 2e saison vient de terminer. Mais c'est un très long processus, les émissions de télé. Donc, ça fait quand même genre deuxième saison, mais ça fait un moment. Ça fait un bout, là. Ça fait comme un 5-6 ans qu'on est dans le processus, mais la 2e saison vient de se finir sur UniTV. OK. Fait que là, c'est vraiment une série de documentaires où on observe l'effet des technologies sur la sexualité. Puis moi, je co-anime ça avec mon co-animateur Jean-Michel Vanas, que lui, c'est vraiment tech. Puis moi, je suis très sexo.
Fait que là, ça a comme... Puis ça m'est atterri. Il y a le producteur qui a regardé mes vidéos YouTube puis était comme « Hey, genre, veux-tu animer une émission? » Puis là, au début, ma mère était comme, est-ce qu'il va falloir que tu performes de la sexualité? What is that? Genre, pourquoi il y a un monsieur qui t'écrit un courriel? Genre, veux-tu animer une émission sur la sexualité? C'est vrai. Mais est-ce que tu en parlais sur ta chaîne YouTube? Est-ce que tu t'abordais ces sujets-là tranquillement pas vite pour démocratiser certaines choses? Je parlais pas vraiment de sexualité, mais je parlais de mon propre processus d'orientation sexuelle. OK. Genre, en tout cas, j'étais en grand questionnement, là. Aujourd'hui, je m'identifie pansexuelle, mais dans le temps, je passais par une bonne gamme d'identification, puis j'en parlais ouvertement sur mes médias sociaux. Fait que je pense que c'est ça la première petite... C'est là qu'il a vu qu'il y avait une ouverture. Oui, c'est ça. Je pense qu'il cherchait juste quelqu'un qui était ouvert d'esprit puis qui avait comme un nouveau visage à la télé. Fait que finalement, j'ai pris l'opportunité, puis ça m'a permis de faire 2 saisons de Sexe et Techno. Fait que là, je fais Sexe et Techno, je rencontre vraiment beaucoup d'intervenants en sexualité. Je trouve ça passionnant. Ils ont tous à cœur la même cause de l'éducation à la sexualité et tout. On part femme à marier, on parle de sexe sur le podcast. Fait que là, je suis comme, mon Dieu, c'est mon créneau. C'est mon destin. Puis là, parallèlement à ça, je travaille en incubateur. Fait que là, c'était comme vraiment juste un croisement de mes intérêts. Wow. Où est-ce que je me suis dit, là, ça donne vraiment le goût de se partir en affaires, d'être à tous les jours submergée dans l'écosystème entrepreneurial. Puis je me suis challengée à trouver un produit qui allait être tech, innovant, à fort potentiel de croissance pour pouvoir rester un peu dans cet écosystème-là qui est très... puis on en parlera plus en longueur, mais qui est très garni en ressources. Fait que de là est venu Oli. Ça fait 2 ans à peu près. 2 ans, que j'ai commencé à travailler là-dessus, que genre j'ai lâché ma job pour pouvoir Puis mettons, là, en incubateur, là, moi, comment je visualisais ça, un incubateur, que les autres invités nous ont parlé, c'est que tu rentrais là, puis ils te donnaient des mentors. Je pensais pas qu'il y avait des gens qui travaillaient là au quotidien. Tu sais, c'est quoi que tu faisais comme tâche concrète pour ces entrepreneurs-là? Oui, bien, les incubateurs, ils ont une équipe complète, là. Okay. Il peut y avoir un ou plusieurs coordonnateurs qui vont... Tu sais, il y a des gens qui sont attitrés aux startups, par exemple, puis qui vont vraiment faire le pont. Qu'est-ce que tu as besoin? Quand? Comment que ça se passe? T'es rendu dans ton processus? Tu sais, il y a quand même un processus qui est assez linéaire, mettons, pour ce modèle d'affaires-là. Puis là, en plus, j'écoutais votre épisode avec Arnaud Maupetit. J'étais comme, ça fait beaucoup de sens que je sois après lui parce que c'est vraiment intéressant, tu sais, tout ce qui est innovation et tout. Donc, il y a quand même un processus qui est un peu linéaire dans les incubateurs. Donc, il y a quelqu'un qui est attitré à toi. Mais après ça, il y a le directeur des programmes, il y a du monde qui sont au financement, il y a du monde, tu sais, il y a comme vraiment... c'est toute une équipe qui sont là pour toi. Exact, tu sais, puis il y a certaines grosseurs d'incubateurs, évidemment, puis plus l'incubateur il est gros, plus il y a une grosse équipe. Mais moi, j'étais coordonnatrice, donc tu sais, je faisais rentrer les startups. Fait qu'on on évaluait les startups. C'est pas n'importe qui peut rentrer en incubateur. Faut que tu remplisses certains critères. Fait que je regardais si ça fitait. Après ça, je regardais où est-ce qu'ils étaient rendus. Ils ont besoin de ressources? Quel coach peut aller avec eux? Est-ce qu'on fait des demandes de subventions? Si oui, souvent, il y a un bon travail qui est fait par l'incubateur là-dessus. C'est ça, c'était assez... mais c'est vraiment intéressant. Je le voyais vraiment pas comme ça, là. Mais non, vraiment, même moi, je pense que ma perspective d'un incubateur, je sais même pas qu'est-ce que c'était. Moi, je pensais que c'était un peu comme un organisme qui te matchait avec la meilleure personne pour te faire évoluer on dirait quand je pense à un incubateur, c'est comme l'entreprise, elle rentre là, puis la elle est prête, genre. Il y a vraiment le concept de genre, tu mijotes un peu là-dedans, puis après ça, genre, good job. On dirait quand je pense à un incubateur, il se passe quelque chose, puis il y a quelque chose de bon qui est pondu, là. Il y a de l'argent. Oui, c'est ça. La petite plante à pousse, puis après ça... Exactement. Mais oui, puis ça fait absolument du sens. Puis tu sais, je pense que le nom vient un peu de là, mais tu sais, moi, je trouve ça vraiment fantastique. Puis je suis vraiment chanceuse d'être rentrée dans cet écosystème-là. Quand je dis écosystème, c'est juste que comme, mettons, entre incubateurs, entre startups technologiques, tout le monde se connaît un peu, puis ta balle, elle se rebondit un peu avec plein de ressources. Ce que je trouve vraiment pas qui est accessible quand t'es en PME. Ou genre travailleur autonome ou quoi que ce soit. Fait que moi, j'essaie vraiment d'en parler le plus possible, d'en parler à mes amis entrepreneurs, etc. Parce que si je m'étais pas lancée en tech, ça aurait été un chemin complètement différent. Puis je suis vraiment chanceuse d'avoir toutes ces ressources-là. C'est assez incroyable. Penses-tu que si tu n'avais pas cette expérience-là, ce parcours qui touche aux incubateurs, aurais-tu le courage de te lancer en tech? Non.
Non, parce absolument pas. C'est ça. C'est quand même, on peut en parler un peu du domaine, là, puis on viendra à parler de Oli en tant que tel, mais tu sais, là, t'es une femme en tech, tu cherches à démocratiser un peu ce concept-là, tu sais. Ça a été quoi les premières barrières, à l'entrée? Comment t'as dealé avec ça? Oh my God, tellement. Puis il y a eu beaucoup de tellement de barrières. Ouais, c'est ça. Non, mais, tu sais, moi, j'avoue que j'ai été en tech un peu côté féministe, là. Ah oui? Que j'étais comme, je veux... C'était ta mission, là. Ben, mettons, là, il y a eu un cheminement parce que mon premier incubateur en Outaouais, que j'aime d'amour, puis que, tu sais, ils m'ont vraiment bien aidé, mais en Outaouais, c'est pas une région très entrepreneuriale. C'est très gouvernemental, tu sais, beaucoup de fonctionnaires. Beaucoup de fonctionnaires, il y a pas beaucoup d'entrepreneurs, donc entrepreneurs en tech, c'est très, très, très limité. Puis dans mon incubateur, il n'y en avait pas de femmes. Puis les femmes que je voyais qui étaient en technologie, qui essayaient de rentrer dans l'incubateur, malgré mes efforts, se faisaient refuser. Parce qu'il manquait tout le temps un petit quelque chose. Tu sais, c'était très masculin. Puis c'était il te faut le lingo pour être capable de te faire prendre au sérieux. Qu'est-ce que c'est quoi, ouais, c'est ça? Dis-moi AI, dis-moi blockchain, dis-moi que tu codes la nuit Bitcoin. depuis que tu as 12 ans. Exact. Dis-moi que ton idole, tu sais, que les idoles, c'est genre des gens en tech, c'est Elon Musk, ouais, etc. ouais. C'était très, très fermé comme communauté. Puis si t'arrivais pas là avec la confiance d'un homme blanc en tech qui dit n'importe quoi, mais qui dit les bons mots, tu rentres pas. Fait que la mission était moins importante que la personne en tant que telle, comment elle était habile avec la technologie, finalement. Ben, dans cet incubateur-là, même si je les ai, ils m'ont faut l'aider. Si j'avais écoute, mais moi, ça me venait vraiment me chercher. Que oui, en effet, tu sais, c'est prouve-moi un peu qui t'es. Puis, tu sais, il y a beaucoup de femmes qui se faisaient refuser, puis c'était juste comme, ils ont pas ce qu'il faut, là. Tu sais, c'est vraiment difficile. Tu sais, parce que en plus d'être tech, il faut que tu sois innovant. Puis en plus d'être innovant, il faut que tu sois scalable. Fait qu'il faut que tu sois à fort potentiel de croissance. Mais c'est tellement difficile de partir une entreprise alors qu'il n'y a pas de modèle d'affaires. Puis c'est pour ça que je dis après Arnaud, mais tu sais, le modèle d'affaires n'existe pas. Il faut que tu te démarres, il faut que tu essaies quelque chose de nouveau, puis il faut que ce soit scalable. C'est tough à faire, là. T'es dans le vide, t'es dans le néant. Tout vient de toi, il faut que tu testes beaucoup. C'est très risqué. Oui. Donc, si t'arrives pas là avec toute la confiance du monde, ils sont comme, pense pas que tu vas y arriver. Ouais, on peut pas trop leur en vouloir à un certain point parce que, comme tu dis, c'est une prise de risque pour eux aussi à un certain niveau. Puis c'est pour ça que de plus en plus, il y en a des organisations qui accompagnent des projets qu'on va catégoriser comme plus risqués, quoique c'est pas parce que c'est une femme que c'est si plus risqué, mais en même temps, quasiment finalement, parce qu'en tech, il y en a tellement pas de femmes que c'est vrai que ça va être plus difficile. Fait que, tu sais, tout fait son sens, mais là, c'était plus ou moins aligné avec tes valeurs. Ben, puis tu sais, les femmes, on est reconnues pour prendre moins de risques aussi. Ben oui, de notre parcours historique, etc. Puis après ça, c'est est-ce qu'on grandit avec le niveau de technologie dans la vie des femmes est moindre que dans la vie des hommes. Moi, mon chum, il game depuis que 10 ans, puis tu sais, il a tout le temps été très impliqué. Il est ingénieur mécanique, tu sais, il a tout le temps été un peu là-dedans. Moi, j'étais bonne en français, là. C'est ça. C'est vrai on aime parler. Exact. Moi, je parle bien, puis tu sais, mais je trouve que c'est des skills quand même qui sont importants. Il va falloir que tu la vendes, ton app. Il va falloir que tu en parles partout. Il va falloir que tu fasses du bruit. Fait que, rendu là, si tu t'entoures des bonnes personnes, là, mais j'ai hâte au jour où l'ambition ne sera pas déterminée par le caractère que tu as. Oui. Ben, puis le nombre d'hommes entrepreneurs en tech, il y a des ingénieurs qui partent des business puis que ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas été capables de la vendre. Là. Parce qu'ils ont vraiment le côté typique ingénieur, pas capable de parler, pas capable de vendre son truc, pas bon en marketing. Mais la solution est fantastique, puis il y a de l'intelligence artificielle. Là. Mais si t'as pas les autres compétences, ça marche pas. Ou du monde qui tu sais, que honnêtement, c'est proche de la bullshit, là, des fois, tu sais, qui disent des mots pour dire des mots, puis qui disent des chiffres pour dire des chiffres, puis qui n'ont pas ce qui les soutiennent. Non, c'est clair. Fait que bref, ça pour en dire que ça m'a en effet motivée à aller en tech, puis à essayer de penser outside the box, puis tu sais, j'aurais pu juste ouvrir une clinique de sexologie. Mais j'étais comme, non, faut que ce soit techno, faut que ce soit quelque chose de nouveau, faut que ce soit accessible, faut que ce soit, tu sais, etc. Donc, c'est un peu de là qu'est parti Oli. C'est vraiment... Fait que là, ça fait 2 ans que tu as Oli, mais ce processus a débuté il y a combien de temps? Parce que là, j'imagine que tu bâtis pas ça en 2 mois. Le processus a commencé il y a 2 ans. OK. Vraiment, jour 1, là, comme, c'est quoi le nom, puis je lâche ma job pour comme...
pour devenir travailleur autonome, pour avoir plus de flexibilité pour travailler là-dessus, puis que je commence à faire des études de marché, là, 2 ans. Il y a 2 ans. Puis là, tu as lâché ta job au jour 1? J'ai lâché ma job en sachant que j'avais le marketing d'influence pour me supporter. OK, parfait. Puis, fait que, tu sais, c'était pas de ma job de salarié à Oli à temps plein, mais parfait, ça me permettait d'avoir une bonne flexibilité pour pouvoir travailler là-dessus à temps plein. Donc, il y a 2 ans, tu laisses aller ton emploi en incubateur, dans le fond. Oui, pour devenir incubé. Oui, c'est genre, j'ai fait bonjour, boss, désolée, je démissionne, mais j'aimerais postuler pour les programmes puis devenir incubé. Fait que, comme, dans le fond, je suis restée à la même job, mais comme c'est tellement côté client, là, oui, fait que ça s'est quand même bien fait, mais c'est ça, fait que ça fait déjà 2 ans de ça, puis c'était quand même un bon processus parce que là, on a lancé en juillet, fait que un an et demi de planification. C'est clair. Fait que là, ça a été quoi les premières étapes ce jour-là où t'es comme, OK, tu sais, on se lance? Oui, ben là, comme je vous ai dit, un peu le processus linéaire des incubateurs, vu que c'est une solution qui va probablement pas exister ou un modèle d'affaires qui n'existe pas, il y a vraiment beaucoup de travail à faire sur prouver le besoin puis prouver que les gens sont prêts à acheter ça. Donc, première étape, tu fais des études de marché. Genre, des sondages. Tu sais, j'ai la chance aussi d'avoir une bonne communauté. Fait que c'est sûr que ça l'aide quand tu essaies d'aller chercher des gens pour participer à des sondages, etc. Fait que sondages sur comme plus de 200-300 par an. Plusieurs sondages de comme, est-ce que l'éducation, la sexualité, ça vous intéresse? Est-ce que vous en parlez avec votre enfant, avec votre ado? Est-ce que vous seriez prêt à payer pour une solution, etc. Des entrevues individuelles aussi. Donc, il y a vraiment un long processus pour vraiment comprendre le besoin. Puis déjà, là-dedans, je pivotais déjà parce que au départ, j'étais comme, je veux faire une plateforme d'éducation à la sexualité, mais j'excluais pas les ados dans ce temps-là. Mais là, à force de parler à des parents, j'étais comme, ah, mais les parents, ils parlent pas à leurs ados. Puis si je veux le monétiser, ben il faut que ce soit les parents qui payent, ce sera pas les jeunes. Fait que j'étais comme, mais si les parents pensent pas que leurs ados en ont besoin, ça va pas se monétiser. Mais là, les gens qui venaient le plus me parler de leur histoire, c'était ceux qui avaient des enfants en bas âge. Ah ouais? Oh my God, ma fille, elle s'auto-stimule à la garderie, on sait pas quoi faire, les jeux sexuels, j'ai pogné mon fils avec la petite voisine en train de jouer au docteur. Tu sais, c'était tout le temps un peu les mêmes histoires qui revenaient, puis un peu on n'a pas de ressources, qu'est-ce qu'on fait avec ça, on veut pas traumatiser notre enfant. Il m'a demandé comment on fait les bébés. Tu sais, c'était beaucoup de petites histoires comme ça que j'étais comme, ah, OK. Il y a quelque chose là, tu sais. Ben oui, puis avant de plonger dans la suite de notre épisode, permettez-moi de vous parler de notre partenaire RH qui incarne l'esprit même de l'entrepreneuriat et du développement humain. Chez Sismic Culture d'Impact, l'entrepreneuriat n'est pas seulement dans leur ADN, c'est au cœur de tout ce qu'ils font. En tant que leaders en coaching, en développement organisationnel et en stratégie d'impact en ressources humaines, ils sont les architectes de cultures fortes et innovantes dans les organisations québécoises. Ils croient au pouvoir de la collaboration, à la force du partenariat. Avec Sismic, la transformation devient réalité. Leurs mots-clés, performance, engagement, expérience. Nous sommes fiers de les avoir comme partenaires sur Startup. Leur soutien à la relève entrepreneuriale, c'est plus qu'une cause sociale, c'est une philosophie d'action. Alors si vous cherchez à innover, à bâtir une culture forte, à propulser vos équipes vers l'avant, faites équipe avec Sismic Culture d'Impact. Maintenant, replongeons dans l'inspiration avec cet épisode. Moi, ça me soulève plusieurs questionnements. Tout d'abord, comment tu fais ta recherche? Mais en fait, pour comment tu fais ta recherche, oui, justement, tu viens de dire, tu parles avec les parents, mais est-ce que c'est un enjeu, le fait que ça s'adresse aussi, dans un certain sens, à des enfants, mais là, en plus, c'est de la sexualité, il y a des limites, j'imagine, tu sais, tu peux pas dire « Allô, Sophie, 5 ans, tu sais, toi, tu penses quoi de ce que t'as? » Non, là, tu peux pas, là, c'est un enjeu? Ben oui, absolument, c'est un enjeu, puis c'est pour ça que, mettons, depuis le début et encore à ce jour, il n'y a pas de contenu pour les enfants sur la plateforme. Moi, c'est ce que j'aurais pensé. Moi, j'étais comme, oh mon Dieu, j'achète ça parce que moi, j'ai un fils de 12 ans. Oui. Puis mon chum, il a un fils de 9 ans. Fait que là, on pourrait dire elle en a des bonnes. J'ai des bonnes questions, mais tu sais, comme, je veux qu'on se concentre sur la business de Oli. Oui. Parce que c'est ça ton créneau, mais comme, tu sais, en tant que parent, c'est tellement un besoin, puis on n'est pas accompagné là-dedans, là. Non. Vraiment, vraiment pas. Puis les enfants, ils arrivent avec des affaires, t'es comme, sont-ils supposés d'être rendus là? Ou mettons, en ce moment, moi, je sais que mon enfant est supposé d'être rendu là. Mm-hmm. Mais est-ce qu'il y en a déjà vu par accident de la pornographie? Est-ce qu'il y en a déjà... Parce que là, selon les statistiques, là... Selon les statistiques... Ben, c'est ça. Tu sais, selon les statistiques, James a vécu certaines choses, mais il me l'a jamais dit. Ouais, fait que là, je te demande fait que là, je me demande, est-ce qu'il j'ouvre la discussion, puis... T'as-tu vu ça, toi? Parce que s'il a pas vu ça, je peux le traumatiser. Bref, c'est un rabbit hole pour les parents, puis je pense que
un bon produit, là. C'est clair. C'est ouais. important, mais à première vue, je pensais que c'était comme, tu donnes le sel à ton enfant, vas-y, éduque-toi. J'étais genre, wow! Ben, il y a quand même, honnêtement, je me suis fait vraiment suggérer beaucoup, là, puis en tout cas, ça mène un peu à la suite de mon histoire, mais là, après, OK, attends, je vais dire la suite de mon histoire, mais après un peu le premier 8 mois, je dirais, de planification, d'études de marché, etc., j'ai déménagé à Montréal. C'est pas vrai, à Longueuil. Les gens de Montréal, ils me chicanent quand je dis ça. Montréal, c'est tout Montréal. Bon, ben, moi aussi, là, ça va loin, là, ça va large. Mais, fait que, tu sais, je suis déménagée dans la région de Montréal, puis j'ai changé d'incubateur. Moi, je collectionne les incubateurs, je suis rendue à mon 3e. On adore. Fait que là, j'ai changé d'incubateur. Je suis allée dans un incubateur à Montréal qui s'appelle l'Esplanade, qui est spécialisé pour les startups à impact. Fait que c'est un programme qui est un peu plus court. Par exemple, mon premier, puis là, il y a différents types, mais mon premier incubateur, c'était aussi longtemps que tu en as besoin. Tu payes à tous les mois. C'est pas super cher, là, c'est subventionné, mais tu payes à tous les mois, puis autant de temps que tu as besoin, tu es là, puis on t'accompagne. Puis après ça, il y a des incubateurs qui ont des programmes sur quelques semaines, quelques mois, où est-ce que c'est des cohortes. Fait que l'Esplanade, c'était ça. Puis vu que c'était pour les entreprises à impact, c'était très focusé, là, c'était quand même un peu académique, je dirais, fait que c'était beaucoup de recherche, mais détermine c'est quoi ta mesure d'impact, comment tu fais pour mesurer ton impact, comment tu fais pour réaliser l'impact que tu veux, tu sais, tout ton écosystème, il y avait beaucoup, beaucoup de recherche à faire. Mais, puis là, sur le coup, j'étais un peu gossée de ça. J'étais genre, c'est long. Moi, je veux juste lancer, puis let's go. Ouais. Mais ça m'a permis, après ça, de pouvoir être très, très clair dans ce que nous, on veut. Puis de donner le téléphone à son enfant, c'était pas ça que je voulais. Parce que le vrai impact, quand tu regardes, mettons, les statistiques en sexualité, en habitudes sexuelles, qui sont pas très bonnes, tu sais, tous les sexologues s'entendent pour dire que si, à la maison, il y a un climat ouvert de confiance puis que les parents sont impliqués dans l'éducation de la sexualité, c'est là qu'il y a le plus d'impact. Parce que sinon, il va l'apprendre ailleurs. Il faut vraiment qu'il y ait un accompagnement qui est fait. Puis je suis comme, si le parent n'est pas confortable à en parler, ça va probablement rien changer. Genre, si t'attends que ton enfant, il ait une petite blonde, un petit chum, tu sais, à comme 15 ans, puis là, tu t'assois, puis là, tu te dis, bon, il va falloir que tu te protèges, tu sais. Le classique, là. Le consentement un peu, it's a bit too late. Tu sais, c'est comme, c'est pas assez complet. Fait que moi, je voulais pas que ce soit le parent se ferme les yeux, puis on continue dans le tabou, puis on fait juste, tiens, mon enfant, je te donne la responsabilité de t'éduquer toi-même. C'est genre, nous, on va t'expliquer en tant que parent comment en parler. Genre, il y a une sexologue qui va te parler, qui va dire, salut les parents, on sait que c'est malaisant de parler de pornographie. Voici ce que tu peux faire. Voici ce que tu peux dire pour ouvrir la conversation progressivement. Voici les bases à établir avant de te rendre dans cette conversation-là, pour pouvoir vraiment accompagner à 100%. Fait que sur Rolly, dans le fond, on offre du contenu éducatif vidéo qui est fait par des professionnels de la santé. Puis après ça, si le parent a des questions, il peut parler dans une messagerie privée 7 jours sur 7 qui est accessible à des professionnels de la santé, encore une fois. Puis si on décèle dans la conversation qu'il y a un besoin supplémentaire, par exemple, on se dit, il y a peut-être abus sexuel ou problématique quelconque, tu peux aller tout de suite booker avec un sexologue pour une consultation privée. Fait qu'on est vraiment du 360 de tous les côtés, tu sais. Mais de savoir ma mesure d'impact, ça m'a tenu un peu plus solide sur... Non, mon modèle d'affaires, c'est vraiment pour les parents. Après ça, on va peut-être évoluer au fil du temps. Ça fait pas super longtemps qu'on est lancé, mais... Non, on est confiant que c'est les parents le public cible. Mais je trouve ça vraiment bien parce que, tu sais, là, bientôt, on va avoir les enfants tablettes, là. Comme il va falloir qu'ils lâchent un jour. C'est vrai, il va falloir qu'ils lâchent éventuellement. Il y a des ressources qui sont fantastiques, puis je dis pas que c'est pas bon de donner des ressources à son enfant pour qu'il puisse, tu sais, pour faire un peu le pont. Mais au final, si toi, t'es pas à l'aise de t'asseoir avec ton enfant et d'avoir cette conversation-là, puis la sexualité, il y a du tabou, là. Ouais, puis je me mets, là. C'est absolument. Je peux pas déshumaniser ça. Non, c'est clair. Puis je pense aussi que ce que je me dis, c'est que justement, ton enfant, dans son adolescence, il va finir par apprendre des choses, no matter what, d'une manière ou d'une autre, qu'il soit avec son parent ou non. Mais ce qui arrive des fois, c'est que d'une génération à une autre, il y a des clashs. Tu sais, par exemple, tu as la génération plus jeune, tu sais, qui sont super confortables avec toutes les orientations sexuelles, tu sais, aucun souci avec ça. Puis tu sais, t'as nos parents qui sont... Il y en a qui comprennent pas, il y en a qui sont complètement bloqués, il y en a qui essaient, mais
tout ça pour dire que où je veux en venir, c'est que justement de donner l'outil aux parents, c'est qu'eux aussi ont à gagner. Tu sais, c'est pas juste pour un environnement plus ouvert à la maison, c'est pour que eux, en tant que maman de 30, 40, 50 ans, peu importe, ben je comprenne plus ma petite fille, mais je comprenne aussi son amie qui, elle, tu sais, peut-être que moi, ma fille, je comprends plus ce qu'elle vit, mais son amie, je comprends moins, puis là, elle vient à la maison, puis je suis capable de l'accompagner, d'avoir une discussion, d'être un parent ouvert, là. Indirectement, on éduque les parents, là. On est comme, c'est toi qui manques de... Probablement que t'en manques plus que ton enfant aujourd'hui. Clairement. Moi, il y a des capsules que j'apprends encore, là, apprendre le cycle menstruel, mais genre vraiment bien, là, c'est... Moi, je savais pas ça avant, là. Fait que, c'est clair. En tout cas, c'est super intéressant. Fait que là, comment t'en es venue à la conclusion de... Ben, comment tu t'as prouvé, justement, qu'il y avait un besoin? Puis, ça a-tu, comme, shifté à ce moment-là? Ouais, ben là, c'est ça. Dans le fond, une fois que, comme... Tu te dis, OK, ben là, j'ai fait des études de marché, je pense qu'il y a un besoin, il y a assez de parents qui me disent oui, je suis partant. Moi, ma stratégie, ça a été d'aller vers du sociofinancement. Fait que j'ai fait une campagne de financement participatif qui s'appelle aussi Sur la ruche, qui est une plateforme québécoise qui permet d'accumuler un peu des objectifs financiers avec le public. Fait que c'est de dire, ben là, c'est super bon parce que tu vas te financer d'une certaine façon, mais en plus, tu prouves. T'es comme, si les gens, ils payent pas d'avance, ça prouve un peu qu'il y a de l'attraction, qu'il y a du besoin, que les gens ils vont être prêts à être clients par la suite. Puis il y a vraiment des beaux programmes, là. Fait que dans le fond, s'il y en a qui écoutent puis qui sont intéressés à faire du financement participatif, je dirais que c'est surtout avec soit des projets qui sont... c'est peut-être plus à impact, là. Habituellement, c'est ça, là. Les gens, ils sont comme, c'est pour la cause, c'est cool. Ou, tu sais, il y a beaucoup d'entreprises qui font ça un peu stratégiquement avec, au lieu d'aller chercher des clients, le client passe par la plateforme de sociofinancement. Donc, en plus d'être un client, ça passe là-dessus. Puis, il y a des programmes de financement, par exemple, avec Desjardins, qu'eux, ils peuvent venir doubler ton objectif. Ça, c'est intéressant. Mais là, ça, c'est très intéressant. Maintenant, tu donnes des sous sur la ruche. Est-ce que tu as accès au service après ou pas? Ça dépend. Fait que c'est l'entreprise qui choisit c'est quoi c'est des contreparties. Fait que ça peut juste être un don. Là, tu peux juste donner pour donner parce que tu veux encourager le projet. Puis il y a plus de monde qu'on pense qui font juste faire ça parce que là, 100% de l'argent va à la compagnie. Moi, j'avais mis, sans contrepartie, j'avais mis des abonnements d'avance. Fait que abonnement 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. J'avais mis de la merch. Fait que j'avais mis des chandails, des crew necks, des tasses, etc. Fait que ça peut être le fun. Puis j'avais mis des compensations un petit peu plus élevées. Fait que, par exemple, pour 700$, t'es vraiment comme un donateur impliqué, tu peux choisir le sujet que tu aimerais développer sur Oli, on va créer des capsules, ça va créer des capsules pour éduquer, etc. Donc, il y a comme des dons un petit peu plus chers. Il y en a qui mettent des contreparties à genre des milliers de dollars aussi. Là. Fait que c'est vraiment toi qui choisis. Mais tu sais, mettons, t'es une entreprise qui commence, puis toi, tes ventes, moi, c'est un 12,99 par mois, mais mettons que toi, tes ventes, c'est comme 5 000 parce que c'est un produit qui coûte cher ou quoi que ce soit, ben tu le passes là-dessus, puis ça double. Fait que, dans le fond, en tout cas, il y a comme vraiment façon que ce soit super logique puis que tu puisses faire pas mal d'argent avec ça. Fait que nous, on avait un objectif de 25 000, puis avec le public. Fait que là, ça a été atteint et ça a été doublé par Desjardins. Fait que ça nous a permis de commencer avec un 50 000 de financement pour bâtir la plateforme. Puis tu dis vraiment c'est pourquoi. Fait que nous, on était comme, c'est développement de l'app puis création de contenu par des sexologues. C'est ça que ça a couvert. C'est simple, Fait que c'était comme notre investissement initial. Là. Est-ce que tu étais nerveuse de demander au public oui? Oui. Je le sugarcoat pas, c'est vraiment dur. Claire, comment ça s'est passé, ce petit moment-là? Moi, je pense que j'avais la fausse croyance que ça allait bien aller parce que j'ai une communauté. Là. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est dur, parce que ça a été dur pour moi alors que j'avais quand même accès à un grand bassin de personnes. T'sais, habituellement, j'étais comme un peu confiante, puis là, les gens de la ruche étaient comme, t'as-tu des personnes déjà d'avance qui vont donner? Puis j'étais comme, non, on va y aller avec le public. Puis, mais tu sais, ils sont comme, non, tu devrais avoir déjà des montants officiels de rentrée. Là. C'est ça la meilleure pratique. Fait que c'était stressant. C'est comme un boost au début, puis rien qui se passe, un boost à la fin, puis apparemment, ça, c'est comme ça pour
tout le monde. Genre, le 3/4 a été accumulé dans les derniers 48 heures, là, parce que c'est tout le monde qui sont comme « Ah oui, c'est vrai! Ah mon Dieu, ça finit, OK, je vais faire mon don tout de suite. » là. Bon, ça fait X nombre de temps, il manque 3000, ah ouais, on donne. Oui, c'est ça. Là, au final, c'est comme sur un mois et demi, puis j'avais pas vraiment besoin d'un mois et demi. J'avais besoin de comme d'une semaine avant, une semaine après. Oui, genre, là, tu sais. Fait que, puis tu sais, même à ça, il y a comme du monde que je sais qui auraient voulu donner, qui n'ont pas donné parce que, mon Dieu, je l'ai manqué, etc. Fait que c'est quand même à s'y attendre, mais c'était quand même C'était tough. C'était un bon défi. Un bon défi. Après ça, il y a comme des stratégies que tu peux faire. Puis, tu sais, là, je vais pas trop m'embarquer là-dedans, mais tu sais, il y a des gens qui peuvent donner des montants considérables, puis que là, peut-être que ces montants-là, éventuellement, sont remboursés d'une certaine façon. Wink, wink. Juste pour inciter les autres, tu sais, l'effet d'entraînement et tout. Ben, puis de compléter, si jamais il y a à compléter, mettons. Là. Fait que, de mon côté à moi, j'avais... Tu sais, mon conjoint, là, genre, mettons qu'il manque 5 000, genre, j'étais comme là, babe, c'est un petit investissement, on s'arrangera avec Splitwise après, là. Mettons, c'était un peu de ce côté-là. J'adore. Il y a moyen de faire pour atteindre les objectifs, mais en tant que tel, c'est une super belle opportunité, puis le fait que Desjardins est comme très impliqué là-dedans. C'est malade. C'est top, c'est vraiment hot. C'est vraiment hot, puis c'est pas super connu non plus. Moi, je connaissais pas ça. Ouais, ben moi non plus avant que je le fasse, mais là, ça fait en sorte que, je sais pas, je fais des pitchs, je parle de financement avec du monde ou quoi que ce soit, je leur dis, on a eu 25 000 du public, ils sont comme, mon Dieu, OK. Tu sais, ça rassure, mettons, par rapport à s'il y a de l'attraction ou pas. Là. Desjardins, je sais pas, c'est moi qui ai pas bien compris, c'est un don ou un prêt? C'est une subvention. Une subvention. Ouais, fait que tu rembourses pas, là. C'est free money. Yeah, faut que ce soit pour des objectifs précis, là. Je peux pas, je peux pas aller faire, je peux pas me payer avec, mettons, mais... C'est comme, je verrais vraiment difficilement financer un salon de coiffeur comme ça, là. C'est comme... Ben, tu sais, il y a toujours quelque chose qui peut être fait, là. Mais comme, c'est sûr que si il peut avoir c'est pour un projet. les femmes qui ont vécu quelque chose de difficile, tu sais, comme, il peut avoir plein de facettes, mais je pense que s'il y a un but social ou, tu sais, quelque chose qui va vraiment, comme... Pas peaufiner, j'ai pas le mot, là. Mais faire du bien, en fait, là, faire du bien à notre société puis à notre communauté, ben, je pense que c'est plus facile, où tu dois te sentir moins imposteur, là. D'arriver là puis de demander des sous. Oui, là. ben là, c'est sûr qu'il y a le petit côté syndrome de l'imposteur, genre pourquoi que je demande de l'argent, mais tu sais, il y a façon de faire, là, je sais pas, là, si à ton salon de coiffeur, il y a quelque chose de vraiment cool que tes clientes ils aimeraient tellement que t'ailles, fait que là, t'es comme, OK, regarde, on fait un socio-financement, puis tu vends des services d'avance ou quoi que ce soit, pour aller chercher l'argent d'avance, tu mets une coupe de cheveux à rabais, là, puis le monde, il te contribue, puis que tu peux aller le doubler. En tout cas, tu sais, il y a vraiment... Il y a moyen d'être créatif. Il y a moyen d'être créatif, absolument. C'est fou, fait que là, vous avez obtenu un 50 000 puis à ce moment-là, t'as pu commencer à peut-être plus faire des choses concrètes. Oui. Exact. Ça, c'était notre starting point officiel. Ça, c'était l'année passée à pareille date, le fait qu'en janvier 2023. OK, fait que ça a été vite quand même. Finalement, tu as eu un 6 mois de... Ça a été vite, oui. Ben là, nous, on a commencé, après ça, mettons qu'on rentre plus dans le tech, là, puis on a commencé à développer l'app. Puis nous, on le fait avec quand je dis nous, c'est vraiment moi, là, mais c'est moi et mon développeur, là, parce que je suis solo fondatrice. Fait que des fois, je dis nous, mais... C'est parfait. It's me. Fait qu'on le fait en no-code. Fait que c'est une nouvelle technologie. C'est pas tant nouveau, c'est juste que c'est peu connu au Québec, mais c'est du développement. Je sais pas si vous en avez déjà parlé sur le podcast. Moi, je connais absolument rien de la technologie. Là. Genre, je viens de réparer mon ChatGPT puis il était même pas supposé le briser. Là. Fait que vas-y. Je suis quand même intriguée que tu aies réparé ton ChatGPT par contre. J'ai fait de l'espace dans mon ordi puis il va mieux. Interesting. OK, parfait. Mais non, mais puis je suis pas super bonne en technologie non plus. Mais je suis sûre que tu commences à quand même comprendre pas mal. Pire. Fait que là, moi, j'ai décidé d'aller avec du sans code, fait que no code. Ouais. Quand tu développes une application, il y a des lignes de code. Moi, dans mon app, il n'y a pas de ligne de code. C'est fait avec une plateforme qui s'appelle Bubble, dans mon cas, mais il y a beaucoup de plateformes qui permettent de faire du no code. Fait que c'est plus comme une architecture de données, mais c'est comme un peu penser genre au Canva du Photoshop, là. Que genre... Dans le fond, c'est comme, tu sais, moi, j'utilise Canva beaucoup, là. Oui. Tu pourrais un petit peu t'imaginer que ça part de là. OK. À la place, parce que quand tu fais du coding, là, c'est vraiment manuellement t'écris. C'est HTML, oui, c'est ça. X, Y, whatever, là. Alors que là, finalement... C'est comme un Canva, mais version ton application mobile. Exact. Mais mettons Canva sur stéroïdes. OK, genre, c'est ça, là. Comme...
n'importe qui peut commencer à le faire, mais ça prend quand même de l'expérience pour être capable, parce qu'après ça, c'est de ce que mon développeur m'expliquait, c'est vraiment comme si tu superposes des données, là. Fait que c'est comme, il y a quand même une architecture pour monter l'application qui est quand même délicate si tu veux pas avoir des bugs. Ben c'est ça, sinon ça devient lourd, là. Exact, il faut que tu sois capable de la monter pour une façon que ce soit fluide, que les clients peuvent vraiment bien naviguer là-dessus, etc. Donc, on a décidé de la développer là-dessus, puis le critère principal, c'est que ça coûtait drastiquement moins cher que du code. Drastiquement. Moi, mon app, elle m'a coûté 10 000 à monter, alors que je m'étais fait quoter du 85 000 en montant avec du code. Là. C'est capoté. Hein? Et on l'a fait en genre 5 mois. Là. Fait que, versus c'est quand même fou, là. C'est quasiment un site web là, rendu là. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que, c'était pour moi, ça avait vraiment un avantage. Après ça, il y a des désavantages. C'est nouveau. Fait que c'est comme, ça peut pas encore supporter. C'est pas aussi flexible que du code. Là. Tu sais, du code, tu fais ce que tu veux, c'est flexible, c'est à toi, tu le crées de A à Z, toutes les petites technicalités, alors qu'avec du no-code, des fois, il faut que tu baragouines des trucs, puis c'est comme, c'est des intégrations dans des intégrations. Fait que c'est un peu moins flexible. Ça peut supporter un peu moins de gens, mais ça peut être optimisé quand même. Là. Tu sais, je suis quand même confiante qu'on va pouvoir l'apporter loin. Puis, il n'y a pas beaucoup de talents au Québec qui le font. Fait que là, ça, du recrutement de développeurs no-code au Québec, c'était quand même touchy. C'est plus en France qu'il y a cette spécialité-là. Fait que ça a été un autre petit défi. Mais on apprend, puis ça l'a... Fait qu'on a commencé à développer ça. Puis là, après ça, l'erreur que je me suis rendu compte que j'avais faite, c'est que j'avais pas engagé un designer UI/UX. Je sais pas si vous savez c'est quoi. Ça, c'est lui qui a fait ton look. Dans le fond, c'est un designer UI, c'est User Interface, puis UX, c'est User Experience. Fait que c'est la personne qui va analyser le parcours client sur une application ou un site web, etc., qui se dit, ben là, le client, il arrive. Là, il y a un bouton. Clique sur le bouton. Le bouton doit être de telle grosseur, placé à tel endroit. S'il clique, qu'est-ce que ça fait? S'il clique, ça va là. Fait que, tu sais, ça va placer un peu l'architecture de ton application, le user interface, puis après ça, le user experience, c'est d'analyser comment que ce parcours-là se passe. Est-ce que dans le fond, il rage-click à quelque part, que genre, tu sais, il clique genre 14 fois parce qu'il pense qu'il y a un bouton là, mais il n'y a pas un bouton là, fait que là, il faut optimiser. Fait que ça va un peu venir te placer ça, puis ça va designer tes maquettes pour dire, après ça, là, tu designes tes maquettes, tout est beau, le bouton va là, puis là, tu donnes ça à ton développeur, il le fait. Ouais. Mais là, moi, j'ai comme pas vraiment fait des maquettes avec un designer UI/UX. J'ai juste fait des maquettes très jolies avec un designer graphique. Oh! Fait que là, on a dû revenir en arrière parce qu'il y a des choses qui faisaient pas de sens pour le redesigner et le redévelopper. Fait que c'était comme... Je fais une métaphore avec le salon. Ah oui, vas-y. Le design du salon. Tu sais, j'ai fait affaire avec une designer pour que ça soit beau, mais là, on a des problèmes de son, on a des problèmes de circulation, le type de plancher, puis il y a certaines choses que je dois remettre sur la planche à dessin puis recommencer. Exact. Ça m'a fait popper. C'est exactement ça. Genre, l'expérience client, quand tu rentres, c'est comme... Tu sais, les portes, puis tout ça, c'est bien, mais tout le monde cherche l'autre porte en premier. Tu sais, des petits détails de même qui sont tellement importants qu'on n'a pas pensé. Oui, c'était exactement ça. Fait que nous, on a comme speedrun. On a développé l'application en genre 2 mois. J'avais un groupe de testeurs. Ils ont commencé à tester, puis j'étais comme, non, ça marche pas dans le fond. Ça scroll par en bas, puis ça scroll sur le côté. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu Seigneur, non. Fait que là, ça a comme pris plus de temps finalement, là, mais on aurait pu sortir ça vraiment rapidement si j'avais fait les bonnes étapes. Est-ce que ça a été comme un... Ça a-tu été tough ou pas tant? T'étais juste comme, OK, non, c'était quand même stressant parce que j'avais comme des comptes à rendre, puis... en tout cas, puis là, c'est parce que j'ai eu d'autres subventions entre-temps. Fait que j'avais quand même des comptes à rendre. Certaines subventions qui me disaient, il faut que ce soit lancé, il faut que tu aies des utilisateurs, etc. Puis là, j'étais comme, il faut comme qu'on recommence, dans le fond. Fait que, tu sais, c'était un peu... Il y a eu là, une couple de mois là, entre mars puis juillet où est-ce que c'était vraiment du stress. Genre, faut qu'il y ait quelque chose qui fonctionne, puis de réussir à apporter un produit à une version qui est OK, qui est comme correcte pour le public. C'était quand même difficile pour moi parce que je suis pas tant une perfectionniste, mais pour mon app, je voulais que ce soit parfait et ce l'est pas. Il a vraiment fallu que j'apprenne à let go puis à me dire, regarde, c'est la version 1, puis si on se rappelle de la version 1 de certaines de nos applications, mais oui, il y a des trucs qui bug, puis il y a des trucs qui fonctionnent pas, mais j'étais comme, c'est la valeur est là, fait qu'on va juste la lancer, puis fait que ça a quand même été un défi de
Let go un peu. De let go l'architecture. C'est clair. Ouais. Est-ce que ça a engendré des gros coûts de recommencer? Oui. Ou, c'est ça aussi? Des gros coûts. Des gros coûts. Tu sais, est-ce que c'était comme, on retourne à la planche à dessin de zéro, quasiment, là, quand même? Oui, fait que c'était comme, qui n'était pas tant prévu dans le budget au départ, là. Puis comment, toi, au quotidien, tu pouvais faire des actions pour revirer ça de bord? Tu sais, c'était quoi comme... Là, finalement, je me suis embauchée une agence de UI/UX. Direct en partant, j'étais comme, j'ai fait cet investissement, j'aurais dû le faire au début, mais gars, on est là, on recommence, puis on apprend. Fait que j'ai embauché. Mais tu sais, d'embaucher les bonnes personnes, là, d'investir dans les bonnes personnes, c'est quand même important. Puis vu qu'on est quand même sur un budget serré, là, genre, oui, OK, on a l'investissement premier de 50 000 puis d'autres subventions. Parallèlement à ça, moi, j'ai des sexologues qui roulent puis qui créent du contenu. Ma sexologue en chef, elle a fait sa grossesse au complet de genre jour 1 où est-ce qu'on a commencé à tourner des capsules jusqu'à ce qu'elle accouche puis que genre on arrête la production. Mais elle a fait 100 capsules pendant sa grossesse. Là. Fait qu'il y avait elle qui développait du contenu. Chaque pièce de contenu était révisée par un comité de sexologues experts en inclusivité. C'était tourné, c'était monté, etc. Fait que, tu sais, ça roulait toute la production de contenu. Fait qu'au final, des gros coûts de la production de contenu de qualité, là. Finalement, je pense qu'on est arrivé avec une méthode assez smart pour que genre, ça coûte pas trop cher. Là. Honnêtement, je suis quand même... c'est ça? Ouais. Là, dans le fond, nous, on a un abonnement à des studios. Fait que on a comme un studio self-serve où est-ce qu'on paye comme... à l'heure, là, mais ça revient à genre 12,75 $ dans le fond parce que je le paye pour l'année. C'est comme un forfait pour l'année, mais j'ai accès tout le temps. Puis c'est comme des studios que c'est automatisé, t'as pas besoin d'une équipe. Fait que ma sexologue, elle rentre, les lumières s'allument, les caméras démarrent, elle peut tout filmer ses petits trucs toute seule. Wow! Fait que ça sauve énormément de coûts d'avoir accès à ces studios-là. Ça s'appelle les Bunkers. Il y en a à Sherbrooke, d'ailleurs. Oui, Sherbrooke, Québec, Montréal. C'est comme une salle de gamer, là. Oui, mais c'est vrai que celle à Sherbrooke spécifiquement, genre, un moment donné, je pensais que c'était la même chose que tous les autres studios. J'arrive à Sherbrooke, j'étais comme... c'est pas le bon background, je capotais. Mais Québec, Trois-Rivières, Montréal, c'est des studios que tu peux, genre, mettre le background que tu veux, etc. Cool. Fait que nous, on a ça. Fait que là, ça coûte pas cher de tournage. Tout le monde travaille vraiment vite sur l'équipe. Fait que ça fait en sorte que le coût par capsule est quand même assez bas. Là. Ça roule. Ouais. Fait que je m'en suis sortie en bas de 200$ par capsule, mettons, pour le premier 100 capsules. Wow, okay. C'est fascinant. J'ai juste envie de jouer sur l'application. Mais jouer, d'aller voir. Oui. Mais puis tu m'envoies tous les bugs. C'est ça, je vais y aller après. Ouais. Mais c'est vraiment cool. Alors là, tu lances l'application. Ouais. Ça se trouve où? C'est-tu comme sur App Store? Pas encore. Le fameux App Store. Là, en ce moment, elle est web. Fait que, tu sais, elle est accessible. Okay. Il a fallu que je prenne sur moi, puis que je fasse c'est correct. Première version, c'est sur le web, c'est bon. Mais le processus de Apple Store est quand même long. Ça prend énormément de détails pour comme bien remplir ça. Puis en plus que nous, c'est du sans code. Fait que, mettons, la plateforme qu'on utilise, c'est un autre downside, c'est que c'est pas super fait pour matcher avec Apple, mettons. Là. C'est un petit peu plus compliqué de faire les processus d'approbation. Puis, on est une entreprise en sexualité, fait que on se fait flaguer. Puis Apple peut comme demander des modifications sur la plateforme. Il y a un certain délai aussi pour attendre et tout. Donc, ça fait à peu près... Puis là, entre-temps, j'ai eu un changement de développeur. Fait que ça fait à peu près 6 mois là, qu'on est dans ce processus-là. Que ce soit pour des projets de démarrage, de croissance, d'acquisition ou de relève, Evol offre du financement adapté pour les entreprises d'impact. Mais ce qui fait notre distinction, c'est notre accompagnement personnalisé. Dans le but de soutenir les entreprises à propriété diversifiée et inclusive, Evol allie financement, accompagnement et services complémentaires. Aujourd'hui, on prend un nouvel élan. Evol, financer le changement. Ça m'étonne, pas que ça m'étonne que vous viviez ça, mais on dirait que quand je vais sur le App Store, il y a tellement d'applications. Ah ben oui. Inutiles. Tu sais, le nombre de jeux que quand j'étais jeune, je téléchargeais, puis comme c'est des pixels. Puis là, je me dis, voyons, une application, tu sais, si bien développée, avec du bon contenu, je me dis, c'est fascinant que ça prenne autant de temps, mais je sais que c'est le même pour tout le monde, là, sûrement, pratiquement. Ouais. Mais... parce qu'on dirait que quand tu vas sur l'Apple Store puis tu regardes toutes les apps qu'il y a de disponibles, tu te dis pas que c'est si difficile à entrer. Est-ce que c'est parce que c'est de la sexo? Bien, il y a l'aspect sexualité, là, ça c'est sûr et certain. Puis il y a l'aspect développement no-code. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça, ils peuvent comme demander des modifications sur la plateforme. Mais ouais, c'est quand même... Mais en même temps,
je devrais peut-être être plus impliquée dans ce processus-là, mais c'est plus mon développeur qui s'en occupe. Ouais. Fait que je prends son avis là-dessus, mais ça fait comme 6 mois qu'on est genre à 80 là. OK. Ben, quand même. Tu sais, c'est dans les cartes, là, genre là, à toutes les semaines, on dirait, je me dis, cette semaine, on termine le processus, on va la mettre sur le App Store. Puis là, la semaine d'après, je suis comme, bon, cette semaine, on la met, genre, ça, c'est comme La vie d'un l'histoire de ma vie depuis un an. Je fais juste dire que Pluton est parti. Fait que Pluton, là, c'est de l'astrologie, mais Pluton est parti, mais ça a l'air que mi-février, les choses qu'on a travaillées pour que ça se place, ça va se placer. Bon, finalement. C'est pas ça me fait rire. Ouais. Moi, je suis Gémeaux, mais j'adore la Bref. Ça, c'est drôle. Hier Pluton soir, est parti. je reviens chez nous, j'avais mal à la tête. Là, je dis ça à ma mère, puis elle dit... Là, les planètes sont en mouvement, là, ça doit être à cause de ça. Puis j'étais comme, 12 février. Quoi? Genre, Parfait. maman, qu'est-ce que tu me sors là? Tu sais, c'est bon. d'habitude, elles ont 0 astrologie, mais là, ça a l'air que les planètes m'ont donné mal à la tête. J'adore ça. Je relate en masse à tout ça. On a hâte de le voir sur App Store. Oui, mais c'est déjà dispo. Là, c'est disponible en ligne et c'est tout. disponible en ligne. Puis là, les utilisateurs peuvent naviguer. Exact. Puis tout. Fait que principalement, c'est des capsules. Principalement, c'est des capsules de genre 2 à 5 minutes sur une variété de sujets. Fait que nous, on est éducation de la sexualité, mais éducation sociale aussi. Là. Fait qu'on va vraiment large dans les sujets. Tu sais, on parle autant de, la sexualité, là, anatomie, développement, puberté, contraception, etc. Relations sexuelles, etc. Mais on a aussi tout ce qui est émotion, confiance en soi. On a apprentissage de la propreté. On est en train de développer du contenu par une physiothérapeute en éducation périnéale. Pour douleurs sexuelles, douleurs menstruelles, on a des séries qui s'en viennent pour enfants en situation de handicap, enfants sur le spectre de l'autisme. Fait que on essaye vraiment d'aller ratisser large. Puis en ce moment, on a à peu près une centaine de capsules, mais notre objectif, c'est d'en faire 1000 au courant de la prochaine année. Wow. Fait que, mais je suis certaine que vous allez y arriver. Il y a tellement de sujets qu'on peut explorer. Je pense pas qu'on va manquer de sujets, non. Puis là, au final, ça s'adresse aux parents, mais c'est-tu des capsules qui visent les 5 ans et moins, 12 ans? C'est 0 à 12. 0 à 12. Oui, fait que moi, mon objectif, c'est vraiment qu'avec le 1000 capsules, mettons, c'est qu'en anglais et en français, un parent embarque et ait 1 à 2 vidéos par semaine qu'il peut visionner pour toute la tranche d'âge de son enfant. Puis là, mettons, ton enfant, il y a 5 ans, on te montre le contenu que tu es supposé voir quand ton enfant, il y a 5 ans. Là, t'arrives, ton enfant, il y a 6 ans, voici le contenu pour 6 ans. Le contenu pour 7 ans, 8 ans, 9 ans, jusqu'à 12. Puis, tu sais, peut-être avec la possibilité qu'on fasse pour plus de tranches d'âge éventuellement, mais il y a quand même des bonnes ressources pour les ados. Fait qu'on essaie de pas trop dédoubler ce qu'il y a déjà dans le marché. Oui, puis les petits, mon Dieu, les petits enfants, c'est là que c'est comme le plus délicat. Mais oui, c'est ça. Parce que, en tout cas, vous l'avez bien nommé tantôt, tu sais pas qu'est-ce qu'ils savent pas. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent avoir vu, qu'est-ce que, tu sais, ou juste, des fois, il arrive des situations, bref. Là, oui, puis, tu sais, c'est vraiment de bâtir la fondation quand ils sont jeunes, ça permet d'avoir tu sais, qu'ils puissent prendre des décisions plus éclairées plus tard, mais tu sais, je ne vais pas trop embarquer dans les stats ici, mais, tu sais, avant 18 ans, c'est une fille sur 5 qui va être victime d'un abus sexuel, fait que c'est quand même, puis, tu sais, la majorité du temps, genre 95% du temps, c'est quelqu'un qu'elle connaît, même 98, là. Quelqu'un qui est dans son cercle partenaire. La tranche d'âge qui est la plus susceptible de faire des abus sexuels, c'est 12 à 17. C'est fou. Parce que leur éducation est faite sur de la pornographie, puis il y a un enfant sur 3 à l'âge de 12 ans qui a consommé de la pornographie, puis ça augmente à l'âge de 15 ans. Fait que, tu sais, c'est un peu un cercle vicieux. Ils font leur éducation en ligne, ils font qu'est-ce qu'ils voient. On leur enseigne pas par rapport à ce que c'est réellement les rapports sexuels, puis tout ce qui est impliqué là-dedans d'avance. Donc, c'est quand même, c'est ça. C'est des stats qui sont tough, là. Ouais. C'est drôle à dire, mais c'est un peu ça, là. Tu sais, ça peut juste limiter les dégâts de faire en sorte qu'il y ait une bonne éducation dès le départ. Oui, non, c'est clair. Puis tu veux pas que ton enfant se rende à je vais aller chercher ma question en ligne. Mon Dieu, non. Non. Ou à son ami, genre, qui a un grand frère, là, t'es dans le trouble. Ben, puis que son grand frère, il a écouté de la pornographie. Exact, c'est ça. Ouf. Puis là, si on revient à la tech. Ouais. OK, donc là, tu nous l'as dit, démystifier le domaine de la tech pour la femme. Aujourd'hui, on est en 2024. T'en es où là, dans tes états d'esprit par rapport à ça? T'as-tu certaines initiatives? Comment ça se passe? Ouais, ben là, je suis vraiment deep dans genre le startup tech, là, mettons. Ouais. Puis là, si je retourne à mon histoire, dans le fond, je suis à mon 3e incubateur en ce moment, qui est au Centre Tech à Montréal, qui est comme top 10 universitaires au monde. Là. Fait que c'est vraiment un bon incubateur. Je suis dans un programme de 2 ans.
officiellement. Fait que je suis très bien accompagnée avec eux autres. Puis, tu sais, c'est un incubateur que je pense qu'ils ont vraiment plus d'ouverture. Ben, ils ont plus d'ouverture avec les femmes entrepreneurs. Là, on est beaucoup plus que dans plusieurs autres. Mais, veux pas, c'est quand même, ça vient avec des défis. Là. Fait que moi, je suis vraiment chanceuse d'être ultra accompagnée. Puis quand je disais que comme je trouve ça poche qu'il n'y ait pas les mêmes ressources pour les PME, moi, il n'y a pas une décision dans mon entreprise qui n'est pas backée par des experts. Là. C'est fou, hein? J'ai une question sur la comptabilité. Ma ressource à mon incubateur, c'est l'ancien CFO du Cirque du Soleil. Ah! Que je tranquille. Easy, là, tu sais. C'est comme, j'ai genre un coach en opération, un coach en EdTech, qui est comme éducation, technologie de l'éducation. J'ai un coach en marketing, j'ai un coach, en finance, financement, capital de risque, fiscalité. Tu sais, j'ai tout ce que je peux demander. Je suis comme tellement encadrée qu'il n'y a même pas possibilité que je fasse ben d'erreurs, mettons. Fait que ça, c'est un immense privilège. Puis ça vient avec des bourses, là, genre, tu sais, et de l'accompagnement pour des subventions. Fait que j'ai aussi eu, des bons montants de subventions en tech. Mais il y a quand même des enjeux. Là, je baigne un petit peu plus dans comment que je vais m'enligner pour le financement. J'ai différentes options, mais mettons, je suis en discussion avec des fonds d'investissement pour du capital de risque. Fait que des fonds qui aimeraient investir dans l'entreprise des montants assez hauts, selon moi, pour un pourcentage d'équité. Ça ressemble à quoi, mettons? Peux-tu nous le dire? Ouais, ben mettons, ça peut être, par exemple, du 500 000 pour du 15-20 d'équité. Mais tu sais, c'est pas vraiment comme au Dragon que c'est genre, je t'offre 50 000 pour 10 mais c'est comment c'est scalable, puis comment ils peuvent retrouver. Il y a différentes techniques aussi pour ça, là, pour gérer un peu l'investissement qui se ferait, puis c'est beaucoup de négociations. Mais il y a beaucoup de fonds d'investissement qui vont pas investir en bas de 300 000, 500 000, ça peut aller plus loin. Mais moi, après ça, je suis dans un stade qui s'appelle pre-seed. Fait que c'est comme vraiment entreprise en démarrage. Pour eux, c'est comme pertinent parce qu'ils sont comme, elle a pas encore, tu sais, elle a un potentiel, mais je vais valoir pas mal plus cher dans 2 ans. Fait que c'est comme s'ils veulent y aller rapidement, investir un petit montant selon eux, là, parce qu'après ça, il y en a qui vont chercher des millions. C'est comme un petit montant juste avant qu'il y ait comme une courbe de croissance pour que ça vale plus cher. C'est vraiment cool. Ben, ça me fait tellement penser à ce dont Séverine nous a parlé. Là, avec l'ADEXEL, c'est ça que c'est. Capital de risque élevé, puis chercher une petite licorne. Oui, exact. Eux autres sont un peu plus loin, par contre. Je pense pas qu'ils sont vraiment en pre-seed. Ah ouais? Je pense qu'il faut que tu aies quand même on n'a pas parlé de phase avec Séverine. Faut que tu aies quand même un bon chiffre d'affaires. En tout cas, dans mes discussions que j'ai eues, il y a comme des trucs qui sont un petit peu plus tard. Il y a des trucs qui sont comme plus dans les cartes en ce moment, mais pour rapidement donner un contexte par rapport à ça pour femmes entrepreneurs en tech, il y a juste 2% du capital de risque au Canada qui va à des femmes entrepreneurs. Imagine en tech. Mais il y a probablement un pourcentage similaire de femmes entrepreneurs en tech. Fait comme, oui. Il y a une cohérence dans les chiffres, mais au final, c'est pas beaucoup. Non. Puis là, récemment, j'avais une formation sur le capital de risque pour les femmes en tech, en santé sexuelle féminine. Fait que oh mon Dieu, c'est une formation c'est précis. C'est précis, puis c'est super apprécié quand il y en a parce que ça me parle vraiment directement. Mais tu sais, il parlait à quel point que c'est difficile parce que les personnes qui donnent le financement, c'est majoritairement des hommes. Fait que quand tu essaies de parler côté santé sexuelle féminine, ben tu sais, ils relatent pas. Ouais, ils sont pas impliqués. Non, ils sont pas impliqués. Tu sais, ils sont pas impliqués dans ton histoire, sont pas nécessairement touchés comme que d'autres femmes peuvent l'être. Puis il y a aussi le petit côté qui disait, là, genre, tout le temps, il me fait penser à moi quand j'étais jeune. Là. Mais tu sais, moi, je fais pas penser ben de monde de genre eux quand ils étaient jeunes parce que c'est majoritairement des hommes. Fait que c'est un peu difficile d'aller chercher un rapport de proximité avec eux. Ah non, c'est sûr, c'est clair. Puis c'est quoi, dans les prochains mois, la prochaine année qui s'en vient justement pour l'expansion de Oli? C'est ça. Fait que le financement, figure out le financement, c'est comme c'est genre une courbe sans fin depuis le début. Est-ce qu'on bootstrap? Fait qu'est-ce qu'on se fie juste à nos ventes? Puis on est un petit peu plus conservateur dans ce qu'on fait. On prend un peu plus de temps, mais on réinvestit ce qu'on gagne, puis on y va progressivement. Est-ce qu'on y va avec des prêts, qui est peut-être moins l'avenue qui m'intéresse parce que je suis comme... je veux pas le rembourser. J'aime ça avoir de l'argent qui reste dans mon compte. Fait que fair enough. Sinon, il y a des subventions qui sont disponibles. Puis tu peux aller à des subventions à genre plusieurs centaines de milliers de dollars, mais qui nécessitent des grosses planifications de projets
à soumettre. Puis c'est comme avec des critères très spécifiques. Souvent, il faut que tu investisses un certain pourcentage. Fait que, mettons, je sais pas, il y a une subvention pour 150 000 $ pour un projet, mais toi, il faut que tu mettes 20 %. Ben, il faut que tu l'ailles, 20 % dans la banque. Là. Fait que, est-ce que tu pourrais emprunter le 20 % pour la subvention? Oui, absolument. Ouais, il y a des petits tricky-doo qui se font pour ça. Il y a tellement de petites façons de gérer ça, où justement, on va dans du capital de risque, ce qui est une option. Après ça, next step, ben là, je suis vraiment dans le produit, là, fait que vente, marketing, c'est le produit le plus possible. Puis, parallèlement, l'adapter pour pouvoir aller Canada anglais, États-Unis, Europe. Fait que là, on va en mission commerciale en France en mars pour pouvoir aller commencer à développer des partenariats en France, pour pouvoir aller lancer le contenu là-bas, voir si les Français aiment du contenu québécois ou s'il faut refaire des capsules en français de France. Fait que exportation, ce serait vraiment ça mon objectif de 2024. Parce que des fois, tu sais, le marché québécois, je pense qu'on est quand même des leaders en sexualité. Ben, on est des leaders en sexualité, je pense pas. Okay. On l'est. On est la seule place dans le monde à avoir une profession de sexologue, un bac en sexologie, un ordre professionnel, etc. Donc, on est quand même particulier là-dedans, puis un peu en avance sur le reste du monde. Mais au final, le marché québécois, c'est un petit marché. Oui. Fait que ça vaut la peine d'aller le plus rapidement possible dans d'autres marchés pour vraiment pouvoir tester la solution. Là. Puis est-ce que là-bas, ils ont des lois qu'il va falloir... Tu sais, là, tu vas découvrir les lois au fur et à mesure que tu vas explorer, finalement. Ben oui, c'est sûr que là-dedans, fait que tu sais, en prévision de l'exportation, moi, je suis encore une fois vraiment bien accompagnée. Là, fait que j'ai genre... j'ai comme 30 heures de formation pour de l'exportation, des diagnostics d'exportation, etc., pour faire des études de marché ailleurs. Puis tout ça se subventionne, fait que ça se fait bien. Mais oui, tu sais, il faut s'adapter aux réalités de différents marchés. Les lois, honnêtement, je m'enligne pas dans des pays où est-ce que c'est illégal, là, mettons. Là. On s'enligne dans des pays où est-ce qu'il y a de l'ouverture. Puis, tu sais, aux États-Unis, c'est pas... On n'ira pas au Texas, là. Fait que, on va se focuser plus sur la côte. Mais oui, il y a de l'adaptation à faire puis de la recherche pour pouvoir fitter dans ces barèmes-là. Ouais. Tu as parlé brièvement de mentionner le marketing. Ouais. Veux-tu nous parler un petit peu de c'est quoi la stratégie marketing de Oli? Tu sais, comment tu propages et fais rayonner ton application? Oui, absolument. Puis on est vraiment au early stage. Ben, c'est ça. Comme... Ouais. Puis j'ai vraiment travaillé sur un syndrome de l'imposteur dans les derniers 6 mois parce que, comme j'ai dit, de lancer mon application dans une version qui n'était pas parfaite. Déjà là, ça m'a comme un peu restreint dans le marketing. Tu sais, tu veux pas trop en parler quand que tu sais qu'il y a un bug à la 2e page quand le monde est lourd. Tu sais, c'est comme un peu comme ça. Mais ça s'améliore vraiment. Là, en ce moment, on débouche là, dans quelque chose qui va avoir du sens. Fait que, évidemment, les médias sociaux, c'est vraiment ma force. Fait que tout ce qui est Instagram, TikTok, etc., je pense qu'on a une très belle communauté. Je suis chanceuse d'avoir ma première communauté à moi qui me donne des early adopters. T'sais, on est rendu à comme presque 500 par an sur la plateforme. Fait que c'est bon. Cool. C'est cool. C'est pas tout le monde qui paye, par contre. Fait que, tu sais, on est vraiment dans la conversion one-on-one. J'ai ma sexologue qui parle à chaque parent, qui fait des appels. T'as pas besoin de payer pour rentrer sur l'application? Pas bientôt, oui. OK. On va tester. On teste des affaires. Mais tu sais, on parle des modèles d'affaires. C'est parfait. Là, que vous avez jasé. Mais tu sais, au final, en ce moment, on est une subscription. On avait du freemium, fait que version gratuite, version payante. Mais on n'a pas trop poussé la version payante. On voulait avoir le plus de gens possible sur la plateforme pour pouvoir prendre le feedback, voir s'il y a des itérations à faire pour après ça rentrer la version payante. Ce qui est là. C'est pas mal. Vous êtes rendu là. On est rendu là. Comment tu prices? En ce moment, on le price à $12,99 par mois pour avoir accès à tout. Fait que toutes les capsules, l'accès à des professionnels de la santé. Mais en même temps, c'est la première fois que je fais un produit comme ça, puis il n'y en a pas d'autres. Fait que c'est dur de se comparer. Fait qu'on teste. Puis, tu sais, on se compare aussi, tu sais, par exemple, tu veux parler à une professionnelle de la santé, tu veux parler à une sexologue, là, ça coûte 100$ minimum, puis tu as probablement 7 mois d'attente. Là, exact. Fait que, tu sais, au moins, on est comme c'est ça, je me dis, je pense que vous donnez quand même, vous offrez un bel avantage aux parents, là, tu sais. Il y a de la valeur. Vraiment, puis ça me fait un peu penser à, tu sais, tu dis qu'il n'y a pas de modèle d'affaires pour cette application, ton application, puis c'est vrai qu'en soi, un modèle d'affaires pour exactement ça, il n'y en a pas. Cependant, ça me fait un peu penser à, tu sais, tous les trucs de subscription, finalement, tu
tu sais, puis par exemple, masterclass. Absolument. Des trucs comme ça. Masterclass, moi, je suis une nouvelle fan finie de ça. Oui, t'as comme plein de cours. Oui, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment hot. Ben, tu sais, c'est pas la même chose, mais ça revient un peu à similaire du genre de la formation illimitée quand tu payes le montant mensuellement, puis ça fait du sens. Puis on a vraiment 2 types de parents, on a vraiment 2 segments clairs. On a les parents qui, c'est mes parents woke, que je les appelle. C'est mes parents qui sont déjà, tu sais, qu'eux, ils veulent donner une éducation à la sexualité. Souvent, ils ont eux-mêmes vécu des trucs par rapport à la... Tu sais, soit que comme sont super épanouis dans leur sexualité, soit qu'ils ont peut-être vécu des traumas puis qu'ils ont compris l'importance de l'éducation à la sexualité par la suite. Ils voient des sexologues, des psychologues qui sont vraiment dans le côté genre, moi, je veux offrir ce qu'il y a de mieux à mon enfant et genre, I'm hands-on. Fait qu'eux autres, ils vont plus comme s'abonner pour pouvoir peaufiner leurs connaissances puis pouvoir offrir le best. Puis après ça, j'ai mes parents inquiets, que j'appelle. Fait que c'est mes parents qui vivent des situations. Fait que soit qu'ils vont vivre une situation, ils vont avoir un questionnement, ça peut être une question que là, ça les rend malaisés, ils savent pas trop comment répondre, ils voient leur enfant faire quelque chose, puis là, sont inquiets. Eux, ils vont venir chercher une réponse précise. Ils vont venir chercher une capsule, ils vont venir poser directement leurs questions, ils vont pas écouter le contenu, ils vont aller parler directement au sexologue pour avoir un peu leur feedback. Puis là, ben, avec ces parents-là, le concept, c'est comme un peu de leur montrer... Ben là, je sais que tu as une question spécifiquement pour ça, mais t'as-tu pensé à toutes les... Oui, et tu vas en avoir d'autres après. Fait que, tu sais, dans le fond, est-ce que tu aimerais ça pouvoir être un peu plus solide pour parler de sexualité puis réagir d'une meilleure façon? Vers, le matériel que vous avez créé. Exact. Puis, tu sais, il y a des parents qui viennent poser leurs questions, puis qu'à la première ligne, t'es comme, cette personne-là doit être en consultation privée parce que il y a une situation avec son enfant qui est problématique, là, tu sais, puis qu'on réfère tout de suite. Est-ce que c'est facile à déceler par le web pour une sexologue? Tu sais, je sais que toi, c'est pas nécessairement ça dans quoi tu as étudié, mais tu sais, en sexologie, lire une phrase, tu sais, c'est quoi les signes d'alarme, mettons? Bien, c'est sûr que les personnes qui répondent sur la plateforme sont quand même formées avec s'il y a un doute. Exact. Aussitôt qu'il y a un doute. On ship, là. On peut pas faire de la relation, on peut pas faire de la consultation. C'est plus de l'écoute de la relation d'aide, on pose des questions, puis on réfère vers le bon contenu. Nous, on a un outil diagnostique à l'interne qui comme va un peu regarder la gradation d'un comportement. Est-ce que c'est un comportement qui est normal ou est-ce que c'est un comportement qui est problématique? Fait que, par exemple, on a une situation d'un jeu sexuel avec 2 enfants. Fait que, OK, parfait. Ouais, ça peut être stressant. Mon enfant, il joue au docteur avec la voisine. Là. OK, parfait. Bon, fait que là, ils viennent sur la plateforme. Puis nous, on est comme, OK, est-ce que les enfants ont le même âge? OK. Est-ce qu'il semblait avoir un rapport de force? Est-ce que les 2 enfants avaient l'air consentants à jouer à ce jeu-là? Est-ce qu'ils répliquaient quelque chose? T'sais, est-ce qu'ils jouaient au docteur... à la maman, au papa, puis ils faisaient juste se coucher, par exemple, un sur l'autre, puis ils mimiquaient. Ou est-ce qu'il y avait un enfant qui semblait avoir des connaissances trop poussées pour son âge, tu sais? Est-ce qu'il essayait de faire quelque chose un petit peu trop précis? Fait que, tu sais, on voit un peu la gradation. S'ils ont le même âge, puis ils répliquent quelque chose qu'ils ont vu à la télé, c'est normal. Il peut y avoir une intervention, il y a une façon d'intervenir, puis d'expliquer certaines limites, d'expliquer le consentement, etc. Mais nous, on est comme ça, c'est normal. Si après ça, il y a des choses plus spécifiques qui nous sonnent un peu l'alarme en posant des questions, là, il y aurait des questions à se poser. On aimerait ça vous parler en privé, puis là, on fait une consultation en privé. Ouais. J'ai envie de télécharger l'application. Mais moi, c'est sûr que je vais la télécharger. Écoute, j'ai plein de questions en tête qui me viennent, c'est sûr. Puis je me dis que c'est tellement pertinent de... Tu sais, moi, je suis une fille assez ouverte, puis je parle de tout, mais des fois, je me dis, est-ce que je suis trop ouverte? Est-ce que je... Non, mais c'est des fois, je rapporte des affaires que son fils, il dit, puis moi, j'ai répondu ça. Mais c'est bien correct. Moi, je pense que t'es bonne. Non, mais je pense que je suis quand même bonne dans ce que je fais. Tu sais, comme je suis sûre que je suis une bonne maman, puis tout ça, mais des fois, je me dis, est-ce que je le traumatise en disant que c'est vrai que les adultes font ça, mais comme, en même temps, honnêtement, il y a peu de situations où est-ce que tu traumatiserais ton enfant. Ouais, c'est ça. On dit souvent, tu sais, un enfant qui pose la question mérite une réponse. Exact. Là, fait comme après ça, genre il y a différentes façons de l'expliquer, puis nous un peu c'est ça qu'on suit là avec le développement psychosexuel. Il y a une façon d'expliquer un concept à un enfant de 5 ans versus un enfant de 12 ans, mais au final, tu sais,
si ton fils il a 12 ans, là, oui. Il mérite pas mal d'avoir les vraies informations. Tellement. Il s'enligne pas mal vers. Ouais, c'est ça. Là, fait que je pense pas que tu vas le traumatiser. Il y a plus de chances qu'il soit traumatisé ailleurs que si sa mère lui parle, dans tous les cas. Exactement. Ouais. Mais Marie-Lou, merci tellement de t'être jointe à nous aujourd'hui. C'était le fun de découvrir ton univers. Et puis, on va mettre le lien vers Oli en description. Oui, puis, éventuellement, ce sera sur l'App Store. Mais pour l'instant, ça se trouve sur Internet ou sous l'épisode. Absolument. Alors, merci beaucoup. Puis, on te souhaite beaucoup de succès. Merci à vous. Cette saison de Startup est propulsée par Sismic Culture d'Impact.